Crypto 102. Alors c'est la deuxième du coup conférence sur le thème de la cryptographie que je donne pour l'iTeam. Je suis Pierre Duy de CTLF, compagnie des techniques financières. Et donc je vais vous présenter un court résumé de conférences qui ont eu lieu au CCC. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas le CCC, le 32C3, c'est son numéro de version de cette année. C'est une conférence de hack européenne qui concerne à peu près tout ce qu'on peut trouver en hack, donc ça va de la sécurité au bidouillage. Et elle se passe à Hambourg, donc essentiellement à Hambourg. Elle s'est passée quelques années à Berlin, entre Noël et le jour de l'an. Ça aborde des problématiques qui sont relativement modernes. On a eu cette année des problématiques sur la surveillance, sur tout ce qui va être question de la vie, sur la vie privée, évolution du projector, évolution des contre-mesures contre la censure. Donc c'est un sujet qui a été pas mal abordé cette année. Et on a également des conférences beaucoup plus techniques avec de la crypto. Il s'agit donc du coup de différents sujets que je vais présenter. D'abord, Searchable Encryption. Alors oui, vous allez devoir vous y faire, mais j'ai un accent anglais qui est épouvantable. Donc Searchable Encryption, c'est le fait de pouvoir rechercher dans du contenu chiffré des données sans avoir à déchiffrer le contenu. Alors c'est une problématique qui est très importante, mais on verra plus tard pourquoi. Ensuite, le chiffrement quantique. Alors c'est un titre qui fait rêver, mais essentiellement dans le chiffrement quantique, on va parler de communication sécurisée quantique. Et également de tout ce qui est éléments quantiques et informatique quantique. Et PQC Axe, c'est pour le post-quantum Axe. Donc c'est des algorithmes qui seront justement utilisés une fois qu'on aura passé le cap des ordinateurs quantiques. Alors là, vous voyez les têtes des conférenciers. Une idée quand même qui est revenue pendant cette conférence, c'est globalement, aujourd'hui dans la crypto, c'est le bordel. Donc là, les idées que je vais présenter sont des idées qui sont implémentées partiellement, qui sont implémentées pleinement, qui sont bordéliques, qui sont utilisées par 3 personnes dans le monde, ou alors qui sont utilisées largement. La crypto, c'est très étendu, et le problème, c'est que personne aujourd'hui n'a réussi à créer une vraie norme et une vraie définition. Après, il y a certains logiciels qui mènent le marché. On peut penser à OpenSSL, OpenSSH, qui mèneront le marché au niveau des constantes cryptographiques. Alors, donc, The Magic Word of Searchable Encryption, qui était donné par Tobias Müller et Christian Forler. Alors, 2 conférenciers qui, un avait un accent épouvantable, l'autre avait un cheveu sur la langue. C'est plutôt de la chance de ne pas l'entendre directement en anglais. Ça devenait folklore à comprendre. Donc, on a en gros une problématique très simple. Aujourd'hui, on a un gros volume de données. On a des gigas, des téras, des tétra, hexad, octets de données. Et on n'est pas capable de stocker ça sur nos serveurs d'entreprise. On n'est pas capable de stocker ça chez nous. Donc on va aller stocker ça chez un prestataire. Alors je pense particulièrement comme prestataire à Google Drive, à OneDrive de Microsoft. On se retrouve dans une situation où c'est problématique. On donne nos données à des sociétés privées, donc les sociétés privées peuvent les utiliser. D'ailleurs dans leur droit d'utilisation, dans leur contrat d'utilisation. Alors la grosse problématique, c'est du coup que leur modèle financier est basé sur la vente des données, sur la prédiction comportementale. Donc par exemple Google Drive va analyser vos données de manière passive, va analyser vos mails de manière passive, et va ensuite les fournir, à partir de là fournir des contenus adaptés. Donc on peut penser aux publicités ciblées, etc. Bon, du coup, la meilleure solution c'est de chiffrer ces données, mais avec des données chiffrées, on ne peut pas faire de recherche sur le serveur, on ne peut pas rechercher des données sur le serveur, on ne peut pas analyser les données sur le serveur. Donc vraiment, la problématique des recherches sur des données chiffrées, c'est pour avoir une gestion à distance de données chiffrées et donc protégées. Alors on appelle ça de manière un peu plus pompeuse, opération par des tiers sans connaissance du contenu. Les solutions, du coup, aujourd'hui, il y a une grosse théorie mathématique qui est le Fully Homomorphic Encryption, donc FHE, qui n'est pas implémentée, qui n'existe pas en pleinement Fully Homomorphic Encryption. On a du Partial Homomorphic Encryption qui existe, mais on n'est pas capable aujourd'hui d'avoir du Fully Homomorphic Encryption. Qu'est-ce que c'est exactement que le Fully Homomorphic Encryption? C'est la possibilité d'opérer des opérations mathématiques sur un contenu chiffré de manière transparente, sans que jamais le contenu ne soit déchiffré. Donc par exemple, je vais faire des XOR, je vais faire des plus, je vais faire n'importe quelle opération mathématique, elle devra être réalisable. Le problème, c'est que là, aujourd'hui, on n'a pas encore réussi à l'implémenter. Il y a des théories mathématiques, mais pas encore d'implémentation. Donc du coup, quelles autres solutions sont disponibles?
Alors, la première solution, c'est l'utilisation d'un chiffrement déterministe. Qu'est-ce qu'un chiffrement déterministe? C'est un chiffrement qui a un bloc A donné, donnera toujours un bloc C chiffré donné. Ça sera systématiquement le même bloc. Donc pour ceux qui ont assisté à la conférence précédente, ils se rappellent que c'est très très mauvais, que c'est l'exemple de l'ECB. Mais d'un autre côté, ça permet de rechercher sur des patterns fixes, et il n'y a aucune complexité. C'est-à-dire que là, pour le coup, c'est juste du parcours de fichiers à la recherche d'un bloc. Alors, la grosse faiblesse du coup du chiffrement déterministe, c'est que là, vous voyez une image qui a été chiffrée avec AES donc en mode de chiffrement ECB. Et vous voyez que c'est très joli, c'est pixelisé, mais on reconnaît parfaitement l'image. On reconnaît parfaitement la forme, les caractéristiques de l'image. Donc, une image comme ça, à partir de petits calculs, on peut restaurer l'image initiale, et dans ce cas-là, on perd tout l'intérêt du chiffrement. Ce que pourraient faire du coup certains moteurs, ou même si les moteurs analysent des images, ils pourraient travailler tranquillement sur votre image et voir juste le décalage. Donc c'est fait par une très simple analyse du texte chiffré. Donc du coup, franchement, c'est pas une bonne solution. Donc, du coup, on va se pencher vers Encrypt Then Mask. C'est assez barbare comme terme. Du coup, c'est le chiffrement basé sur les mots-clés. Alors, là, c'est les travaux de Song, Wagner et Perig, 2001, qui ont donné, du coup, l'idée d'utiliser un one-time pad pour chiffrer les données. En utilisant un chiffrement déterministe croisé avec un one-time pad, on se retrouvait globalement avec des données bien protégées. Mais le problème, c'est quel type de one-time pad utiliser, et pour reprendre les mots du conférencier, un OTP magique. Comment, alors là ça va être un peu plus complexe, comment générer ce fameux masque magique? Donc c'est un masque pour chiffrer un bloc I, enfin WI. On va d'abord transformer le WI en son équivalent chiffré. Donc il sera transformé en deux blocs, LI, RI. Chaque mot sera chiffré séparément. Séparé en deux, LI, RI. On va générer ensuite, donc voilà, on voit W va vers LR. On va ensuite générer K, qui serait une clé qui serait utilisée pour la génération du masque, par la réalisation d'un hashMAC de LI, donc de la partie gauche du masque, enfin du mot chiffré. Ensuite, on va générer un bit random SI, S pour un cas plus générique, puis un bloc random T, tel que T, soit la concaténation de S et K, haché. Du coup, ça fait un gros bloc. Et du coup, on obtient CI égale LI, RI, XOR, SI, TI. Donc le bloc chiffré tel qu'il sera stocké dans la base de données sera celui-là. LI, RI, SI, TI. Donc là, pour rappel, la création de chaque composante. Et après, comment chercher? Du coup, quand vous allez rechercher un texte, vous allez envoyer le mot chiffré de manière déterministe. Donc, naturellement, si c'est juste un mot, c'est beaucoup plus dur de faire une analyse statistique, donc il n'y a pas trop de problème. Vous allez envoyer un énorme parcours à travers tout le texte. Et à chaque fois qu'il va parcourir le fichier, il va rencontrer, donc il va XORer ce que vous lui avez envoyé, donc LI, RI, avec LI, RI, XOR, SI, TI, donc il va obtenir, in fine, quand il tombera sur le bon mot, SI, TI. Donc quand le bon mot sera trouvé, le résultat sera tel que l'équation sera vérifiée que SI, TI correspondent à la formule juste en dessous. Donc en gros, il faudra concaténer K, donc K qu'on obtient nous-mêmes avec LI, RI, et S, et ensuite hacher le tout et regarder si ça correspond à TI. Donc là, ça protège complètement la donnée, mais c'est coûteux. C'est extrêmement coûteux. C'est extrêmement coûteux, coûteux en espace. C'est un espace de... Pour faire simple, vu que chaque mot est chiffré en deux blocs, donc à peu près 2 octets, si on chiffre la lettre A en 2 octets, ça commence déjà à devenir... 2 kilo-octets même des fois. Ça commence à devenir très lourd, puis au fur et à mesure, le texte va devenir beaucoup plus lourd, et on obtient jusqu'à 6 fois la taille du texte normal. Alors 6 fois, ça reste énorme, donc c'est un coût en place qui est monstrueux. Ensuite, au niveau de la recherche, alors du coup c'est pour ça que Pi demandait si vous connaissiez la complexité tout à l'heure,
Au niveau de la recherche, c'est ON. Ça veut dire que le temps de recherche sera égal au nombre d'éléments de la liste. Donc en l'occurrence, le coût complet de la recherche sera égal au déchiffrement complet de la base de données, puisque c'est le parcours complet de l'intégralité des fichiers. Donc c'est très très coûteux. D'un point de vue ressources, du coup, c'est pas très rentable, parce qu'autant directement déchiffrer les données, enfin récupérer les données, les déchiffrer et les renvoyer. Et enfin, d'un point de vue sécurité, c'est sensible aux analyses statistiques sur les thèmes de recherche. Alors, analyse statistique sur les thèmes de recherche, c'est encore un terme très compliqué pour simplement désigner, et là je reprends le nuage de mots que j'avais illustré plus tôt, c'est pour illustrer justement, admettons, vous êtes un utilisateur de Facebook, de Twitter, etc., donc vous cherchez beaucoup les mots réseaux sociaux, content, networks, posts, donc vous allez avoir des thèmes de recherche favoris. Donc un attaquant va essayer de déterminer les mots en clair, donc les mots que vous envoyez sous forme de token déterministe, va essayer de déterminer les mots en clair à partir des mots que vous recherchez le plus souvent. Par exemple, donc encore une fois l'utilisateur, si je vois un mot qui revient, enfin un token déterministe qui revient 3000 fois, je vais me dire que c'est peut-être social. C'est une hypothèse, c'est une manière d'envisager, mais il faut très très bien connaître la victime, et c'est pas forcément social qui ressentira si vous êtes fanatique de réseaux sociaux, ça peut être Facebook, ça peut être Twitter. Donc ça demande quand même un peu de recherche. Du coup, autre possibilité, l'indexing. Alors l'indexing, c'est le fait de faire une recherche basée sur un index. Il y a certaines problématiques. Comment faire? Est-ce qu'on fait un index local sur la machine client et ensuite on recherche sur le serveur à partir de ce qu'on a sur notre index? C'est possible. Mais à partir de ce moment-là, on va se retrouver avec une solution où on ne pourra pas synchroniser. Il faudra qu'on synchronise l'index de manière séparée. Un index chiffré qui se trouve sur le device, donc du coup sur le serveur, ça pose problème aussi. Parce qu'on va récupérer les données, ça va être sur un petit document, enfin sur une petite taille de document, si ça se compte en téraoctets, on n'aura jamais un index qui dépassera le gigaoctet. Enfin, même le mégaoctet si vous faites bien votre index. Mais dès qu'on dépasse certains volumes, jusqu'à des centaines de téraoctets, etc., on va se retrouver très vite avec des index qui seront très volumineux. Alors si vous avez une connexion internet qui est lente, si vous mettez du temps à récupérer, c'est pas du tout rentable et ça vous coûte énormément d'un point de vue ressources. Donc l'index local est complètement exclu, l'index chiffré sur le device est exclu. Qu'est-ce qu'il nous reste? L'index avec un hash du mot et une valeur d'index chiffré sur le serveur. Sur le serveur, vous stockez du coup non pas l'index en clair, non pas l'index chiffré non plus complètement, mais un index avec une correspondance avec un hash et une valeur chiffrée d'index. Ça vous permet de lancer directement la recherche sur le serveur sans que le serveur ne sache quoi que ce soit par rapport à votre recherche. Et même par rapport du coup, aux positions si jamais on le récupère. Il faudra, et on reviendra plus tard, il faudra une clé pour déchiffrer à chaque fois la valeur d'index. Donc comment faire de l'indexing avec ce modèle-là? Alors premièrement, la génération du token. Le token, donc ça sera la clé de recherche. Je veux rechercher sur un serveur, je ne sais pas, Canard par exemple. Je vais donc rechercher, je vais vouloir avoir que le token corresponde à Canard. La première solution, c'était de faire un hash. Le problème, c'est qu'un hash, ça s'obtient via des rainbow tables, on peut attaquer. Donc du coup, un hash salé. Donc là, le modèle proposé est salé avec le mot index. Donc par exemple, dans mon exemple, je prendrai Canard concaténé avec index, je réaliserai un hash et je l'enregistrerai comme token. Après, l'autre possibilité, c'est globalement de chiffrer avec un chiffrement particulier qui vous correspondra à vous. Ça, c'est une solution qui est proposée. Et celle-là n'est pas du tout implémentée de façon dans la vraie vie, donc vous pouvez toujours implémenter votre propre méthode. Ensuite, au niveau de la clé, pour chiffrer le message, comme on veut que les opérations soient traitées directement sur le serveur, la clé pour déchiffrer le message, enfin déchiffrer l'index, sera donc la concaténation du mot avec un autre cell. Donc en l'occurrence, nous on a pris search. Alors du coup, le problème c'est que si on fait token de ce côté-là, et que là on va chiffrer la position de l'index, s'il y a 2 3 index, à chaque déchiffrement, le serveur pourra déterminer la fréquence du mot, pourra déterminer la taille du mot même
parce que s'il est distant de quelques blocs, etc., on peut trouver les différentes valeurs. Donc du coup, c'est relativement problématique. À ce moment-là, comment on pourrait faire? C'est en utilisant des hashes incrémentales. Un hash incrémental utilisera le premier hash, donc on aura un premier token, et le même mot aura un deuxième token pour la deuxième occurrence. Et on parcourt ainsi la boucle au fur et à mesure en envoyant, tant que le serveur ne nous répond pas, je n'ai pas ça présent dans mon index. Donc pour faire un deuxième token à partir du premier mot, on peut rehasher le token initial, ou alors on peut le rehasher avec un set. Enfin, c'est quand on est vraiment paranoïaque. Alors du coup c'est très rapide, la complexité c'est de 1, donc vraiment c'est juste le parcours d'une flat table, donc de l'index. Pas d'augmentation de la taille du texte chiffré, forcément puisque c'est pas sur le texte chiffré qu'on opère, contrairement au l'exemple précédent. Et pas une taille significative non plus de l'index, puisqu'il représente, l'exemple pris par les conférenciers était la Bible du roi James, et ça représentait 6% seulement du texte chiffré. C'est vraiment complètement négligeable. Par contre, l'attaque statistique, donc par recherche du mot-clé, est toujours présente, ce qui reste problématique, mais en fonction des documents que vous stockez, en fonction de la manière dont vous êtes sensibilisé à la recherche, vous saurez ne pas faire l'erreur de rechercher trop souvent les mots-clés intéressants. Du coup, est-ce qu'il y a des questions sur cette première partie? Bon, du coup, je passe à la partie suivante, la cryptographie quantique. Du coup, on va aussi aller plus vite que prévu, je pense. La cryptographie quantique. Donc, c'était Christian Schaffner qui nous a fait cette conférence. Alors, c'est le monsieur que vous avez vu avec couvrir grand ses bras, alors en se plaignant que c'était le bordel en crypto. Alors, premier point, c'est qu'est-ce qu'un qubit quantum? Alors là, ça va être des notions qui sont un peu plus poussées, parce que pour le coup, il faut avoir quelques bases de physique quantique. Alors, du coup, qu'est-ce qu'un qubit, un quantum? Alors, un quantum, c'est un photon polarisé porteur d'une information. Un qubit, c'est l'information portée par le quantum. Alors, du coup, c'est pas beaucoup plus explicite. Ce qu'il faut comprendre, c'est que dans le cas de la communication quantique, on utilise des photons polarisés pour envoyer un message. Donc les photons peuvent être polarisés selon une orientation et une direction. Et ils seront porteurs d'une information, donc ou 1 ou 0. Donc pas de photon envoyé, ça veut dire 0. Un photon envoyé, ça veut dire 1. Ou alors, polarisé verticalement, ça veut dire 1. Ou polarisé horizontalement, ça veut dire 1. C'est vraiment arbitraire, c'est basé sur une échelle. Dans le cas particulier de l'application quantique aux théories de l'information, un qubit peut être en 4 états, qu'on abordera plus tard, et ces 4 états sont représentés par le quantum en fonction de sa polarisation. Donc du coup, la polarisation, comment on la détermine? On la détermine à partir d'une base. Donc, la base, c'est la définition de la polarisation utilisée. Dans le cas de la théorie quantique appliquée au système d'information, les bases existantes sont respectivement plus et croix, on va dire arbitrairement aussi, donc qui définiront deux types d'états dans lesquels peuvent se trouver les photons. Et donc en base plus, les deux états sont donc moins voilà. Les états possibles pour chaque base seront respectivement ce symbole, ce symbole, ce symbole et ce symbole. Ces états prennent une valeur mathématique, du coup. Donc 0 en base plus, il faut toujours penser à définir la base quand on parle de cette valeur numérique. Donc 0 en base plus, 1 en base plus, 0 en base croix, 1 en base croix. Du coup, il y a une problématique. Du coup, je vais m'amuser à utiliser ceux qui ont dit qu'ils avaient quelques bases. Qu'est-ce qui se passe si le récepteur est en base croix et qu'il reçoit un photon qui est en base plus? Bon, du coup... c'est pas... Enfin, il peut se retrouver à la fois en 1 ou en 0 en base plus. Enfin,
C'est en gros 50% de chance. Il a une valeur de 1, avec un pourcentage de chance effectivement de 50%. Donc du coup, c'est valeur de 1 avec un pourcentage de chance de 50% et valeur de 0 avec un pourcentage de chance de 50%. Ce qui veut dire qu'il est dans un état indéterminé tant qu'on n'a pas cherché à le capter. Si on cherche à le capter dans une autre base, il prendra à ce moment-là un état et quittera son état d'incertitude quantique. En attendant de le recevoir, en attendant de le traiter, il est dans un état d'incertitude quantique. Il est impossible de prévoir dans quel état il se mettra. Alors quelles sont les applications pratiques de ça ? La première, c'est la création d'un vrai générateur de nombres aléatoires. On frappe un miroir semi-réfléchissant avec des photons, une partie passera, l'autre partie ne passera pas. Ceux qui passeront seront comptés comme 1, ceux qui ne passeront pas seront comptés comme 0. Du coup, on se retrouve avec une suite complètement aléatoire, puisqu'ils seront simplement redistribués avec une probabilité de 50%, grâce à la théorie quantique. Il est aussi possible de faire un récepteur dans une autre base que celle avec laquelle les photons sont émis. Dans ce cas-là, on obtiendra aussi un générateur de nombres aléatoires. Ça permet de garantir le secret des communications aussi. Si on lit les photons, ils changent d'état, et si on les lit avec la mauvaise base en plus, on fausse complètement les résultats. Donc à ce moment-là, on sait immédiatement, dès qu'il y a une interception de la communication, dès que la communication est biaisée ou faussée. Ça permet de faire des échanges de clés, donc on verra cet algorithme un peu plus tard. C'est résistant au stockage parce que forcément on ne peut pas intercepter, on ne peut pas stocker. Et c'est résistant aux interceptions. Enfin, ça permet de localiser une personne. Alors celui-là est un peu plus complexe. C'est-à-dire qu'il permet que la localisation soit réalisée par rapport à une opération réalisée par une personne qui se trouve au milieu, donc entre deux opérateurs. Sauf que jusqu'alors on avait un problème avec un système d'information normal. La communication pouvait être interceptée par une conspiration, c'est le terme technique pour désigner ça, par une conspiration qui pouvait calculer sur les valeurs et pouvait faire un pass de bits et immédiatement réaliser la localisation en modifiant la distance. Et donc du coup, l'avantage avec la théorie quantique, c'est qu'on a largement l'information envoyée sans aucun risque d'interception et c'est impossible de calculer à partir du moment où on a opéré dessus. Enfin, ça permet de faire des téléportations. Bon, pas les téléportations à la Star Trek, mais on avance quand même. Alors voilà, pour l'échange de clés, donc là je vous mets un bel exemple à lire. C'est complètement illisible pour ceux du fond, je suppose. Bon, je vais être un peu plus gentil. Je vous ai quand même mis un exemple un peu plus visuel. Alors c'est Alice et Bob. C'est le classique de l'échange entre Alice et Bob. Eve vit quelque part dans l'espace qui se trouve entre Alice et Bob. Elle s'amuse à intercepter tout ce qui passe, ou essaie d'intercepter tout ce qui passe. Donc Alice va choisir des bases, donc c'est pour un échange de clés à terme, hein. Alice va choisir des bases aléatoires sans en parler à Bob. Donc là en l'occurrence, elle choisit x plus plus xx. Donc elle a choisi sa base, et à partir de là, elle va préparer les bits qu'elle souhaite envoyer à Bob, qui répondront à une propriété mathématique, qui répondront à un besoin. Et Bob, simultanément, va choisir ses propres bases pour lire le message d'Alice. Donc, il ne saura pas du tout quelles sont les bases d'Alice, et là, comme on le voit, il a choisi plus plus x, x, x. Donc, globalement, 2 bases sont différentes, et 3 bases sont correctes. Statistiquement, normalement, ça se fait avec une chaîne de bases qui est beaucoup plus longue, hein, donc vous avez beaucoup plus de marge pour vous tromper ou ne pas vous tromper. Mais c'est un exemple rapide. Donc du coup, voilà. Du coup, Alice va envoyer un message formaté en photons polarisés à Bob. Donc elle lui envoie, si on reprend ce que j'ai marqué juste là, le 0, 0, 1, 1, 1 dans les bases qu'elle a choisies. Bob va le réceptionner, mais lui il ne va pas du tout lire ça. Lui il va lire 1, 0, 1, 1, 1. Ça aurait pu être 1, 0, 0, 1, 1 ou 0, 0, enfin, ça aurait même pu correspondre. Avec une faible probabilité, mais ça aurait pu correspondre. Donc Bob a réceptionné. Il est impossible pour Eve, l'attaquante, d'intercepter le message ici. Parce qu'une interception fausserait forcément le résultat. Et serait immédiatement détectée. Du coup, Alice envoie en clair, et avec la possibilité que ça soit intercepté, les bases qu'elle a utilisées.
il n'y a plus besoin de secret, la communication est déjà passée. Il n'y a pas eu de stockage, il n'y a pas eu d'enregistrement de l'information. Donc avec une communication déjà passée, il est impossible de réutiliser ces bases. Sauf que Bob, lui, pourra comparer par rapport à ses propres bases et dire « Ah, moi j'ai celui-là et celui-là qui sont faux, je t'envoie les 3 qui sont justes. » Alice et Bob, du coup, peuvent utiliser tous les deux les bits de la clé qui ont été validés par leur masque commun. Et en l'occurrence, ça serait 0, 11. Puisque ce 0-là est correct, et ce 1 et ce 1 sont corrects. Donc du coup, la clé d'échange entre Alice et Bob serait 0, 11. Bon, naturellement, c'est petit comme clé. Normalement, ça se fait sur beaucoup plus de bits. Dans un monde idéal, de toute façon, les chiffrements devraient être bien plus élevés. Un minimum de 256 bits pour l'AES. Et après, pour RSA, c'est 2048 cette année, et aussi vite que possible passer à 4096. Donc c'est vraiment 3 bits, c'est rien. On est censé monter un peu le niveau quand même. Et du coup, est-ce qu'il y a des questions particulières sur l'échange de clés? S'il met la clé en clair, je ne vois pas en fait comment ça marche exactement pour le retour une fois que Bob a reçu la clé, comment il peut envoyer les bits faux à Alice. Mais il l'envoie via un canal en clair. Il peut même, ça de toute façon ça servira à rien parce qu'elle aura intercepté ça. Mais il peut l'envoyer avec le même canal qu'Alice aussi, via des photons, en suivant la base. Il peut l'envoyer de n'importe quelle manière, de toute façon, du moment qu'il envoie simplement la donnée. Là, Eve, elle peut lire ça et ça, elle n'aura jamais cette valeur-là, parce que cette valeur-là a été transmise là, et était impossible à intercepter. Toute la sécurité de l'algorithme repose sur l'étape 3. Bien sûr, si la clé ne répond pas à des contraintes mathématiques, tu peux aussi répéter les étapes 6 et 7, c'est-à-dire changer encore les masques et dire je dégage ce masque-là, parce que si je le dégage, ça me permet d'avoir un nombre qui est un facteur de nombre premier. Admettons. D'autres questions? Non? Je comprends pas ce qui se passe une fois qu'on a le 0,11. Bah, après, on l'utilise. D'accord, on l'utilise de manière. Ouais. Tu l'utilises de la manière que tu veux. En fait, c'est un Diffie-Hellman beaucoup plus évolué. Okay. Mais bon, vu les problèmes de Diffie-Hellman en ce moment, c'est plutôt pratique d'avoir une solution de rechange. Bon, par contre, soyons honnêtes, ça demande un équipement quand même. On ne peut pas envoyer des photons comme ça. Aujourd'hui, il existe même un hacker, donc hacker au sens bidouilleur, qui a réussi à refabriquer des boîtes de transmission. Alors, c'est un russe qui travaille aujourd'hui dans une université de Montréal, et j'ai complètement zappé son nom. Mais pour le coup, ça apparaît sur le résumé qui sera sur mon site. Donc, mon site, de toute façon, il y aura les slides qui seront mis en ligne, et vous pourrez tomber dessus, parce que normalement, ça sera publié. Alors ensuite, le principe de téléportation. Alors là, c'est beaucoup plus fumeux. Einstein appelait ça le truc magique. Ça montre déjà à quel point c'est mal barré. Le truc magique, c'est l'intrication quantique. C'est le fait que deux particules restent perpétuellement dans le même état, quelle que soit la distance à laquelle elles sont l'une de l'autre. Du coup, là, si on mesure cette particule et qu'on mesure cette particule au même instant, elles auront toujours la même valeur. Par contre, c'est une valeur complètement aléatoire. C'est une valeur qui est impossible à déterminer. Donc du coup, au moment où on le mesure, ça va provoquer donc, la création ici d'un élément et ça va provoquer la création ici d'un élément. Mais ces éléments seront intraitables. Enfin, c'est impossible, c'est une valeur purement aléatoire. Si on essaye de passer une valeur par cet élément, par la particule intriquée, elle ne sera plus intriquée et on perdra la propriété. Mais par contre, du coup, ça permet de protéger les communications parce qu'on réalise une mesure simultanée des deux photons intriqués, enfin des deux particules intriquées, et on envoie la différence. Donc, mettons c'est Alice qui envoie à Bob. Alice va mesurer, en utilisant le théorème de Bell, va mesurer son photon et le message qu'elle souhaite envoyer. Donc en l'occurrence, là j'ai pris un 0 en base X, va mesurer les deux simultanément, et avec le théorème de Bell, va envoyer le diff. Alors ce diff, du coup, il va passer via un canal normal, mais sans disposer du photon intriqué, sans disposer des données intriquées, il est complètement impossible de le traiter. Donc, c'est une donnée complètement chiffrée et protégée. Parce que là, pour le coup, le générateur qui est derrière, seuls les deux communicants en disposent. Donc après se posent d'autres questions, naturellement, comment distribuer les photons intriqués, enfin les particules intriquées, comment distribuer l'information, ça c'est un tout autre sujet.
Bref. Bon, donc on a vu sur la partie précédente tout ce qui était chiffrement quantique, tout ce qui était recherche dans des modèles de chiffrement. Bah, maintenant, on va voir le post-quantique. Alors, pourquoi exactement le post-quantique? C'est parce qu'on a une problématique, à partir du moment où les ordinateurs quantiques vont apparaître, on va avoir la résolution d'un problème très important en mathématiques. Alors ce problème, pour ceux qui sont un peu familiers de la cryptographie, on l'appelle P égale NP. C'est un peu le petit surnom affectueux qu'on lui donne pour dire globalement, si un jour tu es résolu, tu pètes à la gueule de tout le monde. Parce que P égale NP, c'est le fondement de la cryptographie moderne. Le chiffrement asymétrique est basé dessus, Diffie-Hellman est basé dessus, dans le chiffrement asymétrique, les courbes elliptiques et le RSA sont basés dessus. Donc tous les vieux systèmes tous les systèmes legacy, tous les systèmes importants de chiffrement sont basés dessus. Et il sera possible, à partir du moment où on aura un ordinateur quantique fonctionnel, de résoudre ce problème en temps réel. Alors ça a été énoncé par Peter Shor en 1994, donc c'est une théorie qui a été vérifiée mathématiquement, qui a été prouvée mathématiquement, mais bon, on est encore à l'abri parce qu'il faut un ordinateur fonctionnel. Aujourd'hui, ils ne sont même pas capables de faire de l'arithmétique de base. Sauf que récemment, on a fait un bond en avant et on pense que ces ordinateurs-là seront fonctionnels d'ici à 2025. Donc en 2025, toute communication qui a été chiffrée avec du RSA, tout échange qui a été protégé par du chiffrement asymétrique sera complètement caduque. Même les échanges passés seront complètement caduques et pourront être interceptés, relus, analysés. Alors, ce ne serait pas trop gênant s'il n'y avait pas quelqu'un qui écoutait l'intégralité de nos communications, qui interceptait l'intégralité de nos messages, qui avait tendance à stocker tous les messages chiffrés sur d'énormes bases de données. Ça marche pas d'habitude. J'essaie de me rappeler le nom de l'association qui fait du truc qui fait ça. Ah merde, je suis con, c'était sur les slides. NSA. Donc, toute communication chiffrée aujourd'hui pourra être cassée en 10 ans. Et encore, pour le moment, on est en train de se dire, d'accord, dans 10 ans, on est plutôt pépère, dans 10 ans, les choses qu'on a fait aujourd'hui, on pourra toujours dire, voilà, il y a des prescriptions pour la plupart des délits, on sera globalement tranquille. Sauf que, pour le moment, on n'est pas du tout prêt à quitter les chiffrements asymétriques tels qu'on les utilise aujourd'hui. Donc on est dans une situation plutôt tendue, et on va chercher à sensibiliser les gens. Alors, du coup, pour les algorithmes résistants à l'informatique quantique, l'NSA a affirmé qu'ils allaient nous fournir bientôt des algorithmes résistants. Parce que l'NSA a deux facettes. La facette du NIST, qui va fournir justement tout ce qui est algorithme, tout ce qui est protection des données, et la facette complètement paranoïaque qui fouille vos emails. Donc du coup, la NSA nous a promis que ça arriverait bientôt, en août 2015. 2 fois. Ils ont fait une première déclaration le 3 et une deuxième le 10. Et ils nous ont dit ça arrive bientôt, ça arrive bientôt, ça arrive bientôt. Au rythme où ils vont, on a bon espoir que d'ici à 2025, ils nous en proposent un. C'est histoire qu'ils aient tout stocké avant que les ordi quantiques soient prêts. Donc du coup, quel est l'état de l'art au niveau protection? Chiffrement symétrique, check. Aujourd'hui, le chiffrement symétrique, c'est bon, on peut utiliser de la l'AVS 256, SALSA 20, c'est des algorithmes qui sont considérés comme sûrs et sécurs. Ils ne seront pas touchés par la problématique quantique. Par contre, forcément, l'échange de la clé sera touché. Mais ça, c'est un autre sujet. Les algorithmes de hachage, aujourd'hui, on a des algorithmes qui sont cryptographiquement résistants. Donc, je pense à SHA-3 qui vient particulièrement d'être nommé, qui vient d'être validé. Donc, là, en l'occurrence, je prenais l'exemple de SHA-3 256, mais il existe en implémentation 512 et 128. Et globalement, de toute façon, même SHA-256, si on met un minimum de tours et un sel, est considéré comme résistant. Donc, les implémentations comme SHA-512 Crypt aussi, ou SHA-256 Crypt, qui sont deux implémentations de la libre crypt de Linux, sont résistantes et solides. Je recommande en revanche de ne pas utiliser des algorithmes comme MD4 ou MD5, à l'inverse de ce que fait Microsoft, parce que Microsoft utilise MD4 pour le stockage des mots de passe, parce que ce sont des algorithmes qui sont complètement pétés, pas fiables, faciles à provoquer des collisions, etc. Alors, du coup, on se retrouve avec une situation problématique, puisque la problématique du P égale NP, de la résolution du P égale NP, concerne RSA, Diffie-Hellman, les courbes elliptiques, parce que tout ce beau monde s'appuie sur les propriétés d'un groupe mathématique, que je ne vais pas élaborer là-dessus, qui s'appelle ZPZ, enfin Z égale PZ, et qui est un groupe mathématique basé sur le modulo de puissance génératrice. Très barbare comme ça. Ouais. Mais du coup, ça veut dire que tout ce qui est chiffré aujourd'hui avec un chiffrement asymétrique, y compris les clés d'échange dans le cas d'un chiffrement symétrique a posteriori, bah, sera pété.
et donc sera pété en temps réel à ce moment-là, et aussi à partir de fichiers stockés. Donc du coup, on passe aux algorithmes de signature. Et bien les algorithmes de signature, le problème c'est qu'ils sont tous basés aujourd'hui sur du chiffrement asymétrique également. Donc pareil, ils seront pétés. Ils seront complètement détruits, on ne pourra plus leur faire confiance. C'est relativement problématique, mais heureusement, nos grands chevaliers blancs de mathématiciens nous ont produit quelques algos. Donc il y a XMSS, il y a Sphinx et MacAES. Alors, là je vais expliquer l'algorithme XMSS dans les prochaines slides, mais je vous invite à vous pencher et sur Sphinx et sur MacAES, que je vais brièvement aborder sur la dernière slide, mais qui pourront être relativement intéressantes à étudier, à aborder. Il y a une documentation très fournie, très, très compliquée, pour comprendre exactement comment ils proposent leur système de chiffrement. Alors, XMSS, c'est basé sur un travail de Lamport, en 1979, qui a proposé un système à clé publique, clé privée, à usage unique. Sommairement, c'est comme le masque jetable, ça s'utilise une seule fois. Alors, du coup, cet algo repose sur un seul élément, il faut un algorithme de hachage fort. À partir du moment où on a un algorithme de hachage fort, le système est complètement incassable. Le système de signature se base sur une signature au bit à bit, c'est-à-dire qu'on va vérifier un bit, le signer, vérifier le bit suivant, le signer. Donc forcément, ça va faire des signatures qui sont plutôt longues, mais du coup, ça signera juste le condensat. Donc à l'aide du hash utilisé. Alors, je vais expliquer l'emport pas à pas. C'est comme ça que ça a été présenté pendant la conférence, et c'est plutôt un bon modèle. Pour signer un message vide d'abord. Alors, on va créer une clé privée et une clé publique. Donc une clé privée qu'on appellera AS1 et une clé publique qu'on appellera P1. La clé privée sera 32 bits générés de manière aléatoire. La clé publique, ce sera le hash, produisant 32 bits. À voir le hash que vous préférez utiliser. Il y a SHA-3 qui le fait, donc on va prendre SHA-3 Et du coup, pour vérifier une signature, pour signer déjà un message vide, on va le signer en mettant la clé privée. À ce moment-là, n'importe qui peut vérifier cette clé privée en hachant la clé privée et en obtenant la clé publique. Le problème de ce système, c'est que du coup, vous donnez votre clé privée. C'est bien, hein, mais voilà, il n'y a plus de clé privée, il n'y a plus d'infos. Ouais. Donc du coup, c'est le système sur lequel ça s'appuie, c'est pour ça que c'est à usage unique. Ensuite, là, donc, on signe juste un message vide. Comment on va faire pour signer un message un peu plus long? On veut utiliser deux mini-clés, comme les clés qu'on utilisait pour signer un message vide, avec un premier bout de 32 bits aléatoire, un deuxième bout de 32 bits aléatoire, les deux morceaux sont concaténés, pour le stockage, et une clé publique qui est la concaténation du hash du premier bout et du hash du second bout, pas le hash de tout, juste le hash du premier bout et le hash du second bout. Ça permet d'obtenir donc une clé pour signer un bit, et ce bit, donc si c'est 0, on utilisera la première partie. Donc pareil, en hachant, on obtient du coup P1 plus 0, donc qui sera fiable. Et donc, du coup, P1 plus 0. Et si on signe 1, on obtiendra S11, donc P1 1, et qui sera du coup ça permet d'avoir une vérification fiable à partir de la clé publique. Surtout, mais encore une fois, à partir de ce moment-là, on ne peut plus jamais signer de 1. On peut signer un 0 éventuellement avec, mais ça ne serait pas fiable. Alors du coup, comment agrandir encore? Eh bien, simplement en accumulant. C'est-à-dire qu'au lieu d'utiliser un seul bloc comme ça, on va en utiliser n. Si on veut signer n bits, on va utiliser n fois ce bloc. Donc, là, c'est la formule mathématique avec la somme. Naturellement, il s'agit d'une concaténation. Du coup, la signature du bit n utilisera la première partie de la clé privée si n égale 0, la deuxième partie de sa section de la clé privée si n égale 1. Ça suit? Je vois des têtes dubitatives quand même. Ça va ou... Bon. Du coup, la signature d'un message de n bits aura donc n plus 256n, parce que du coup, quand on signe, je signe le premier bit, je mets 1, plus du coup le bloc de 256, ce sera le bloc qui permet de signer, et ensuite j'ai signé 1,
ensuite je signe 0, je remets un gros bloc, etc., etc. Ce qui fait qu'une signature d'un message, donc en se basant sur les méthodes qu'on utilise aujourd'hui, c'est la signature du hash du message. Donc pour un message signé avec SHA-256, on va se retrouver avec une signature de 8 kilooctets. Alors 8 kilooctets, vous me direz c'est rien, mais quand on échange des messages qui font, je sais pas, 10 mots, c'est pas vraiment si mal, 8 kilooctets. Pour donner une équivalence, 8 kilooctets c'est 8000 caractères. En ASCII. En Unicode, ça serait 4000. Bon, l'autre problème, c'est que c'est usage unique. Alors ça, par contre, pour l'usage unique, il y a Merkel, en 1979, qui propose un papier avec la résolution de ce problème de système de signature. Alors, du coup, Merkel propose une clé publique master, qui sera distribuée sur l'intégralité d'Internet, et une série de clés privées qu'on génère chez soi. Donc, par exemple, bon, on va dire que je veux générer 8 clés. Donc je vais générer P1, P2, P3, P4. Bon, vous êtes gentil, mais je vais 3 points de suspension. Donc là, c'est les clés. Donc c'est le doublon SP, naturellement. Ensuite, sur Internet, moi je veux un seul hash. Donc du coup, je vais grouper ces deux-là. Je vais les hasher. Donc je vais hasher P1 et P2 en l'occurrence, les deux signatures publiques, pas les signatures privées. Et ça va me donner Q1. Donc là, avec le même système, je vais obtenir Q2, Q3, Q4. Top. Ensuite, je vais hasher, et ainsi de suite, jusqu'à obtenir en fin de compte une seule valeur tout en bas, qui sera la signature publique qu'on donnera. Du coup, quand je voudrais signer un message, je le signe avec S1. Avec S1, je fournis P1, parce que la personne n'aura pas P1. Je fournis P2. Je fournis Q2. Donc du coup, je fournis... Tac. Et... Top. Je fournirai toute cette chaîne de confiance. Cette chaîne de confiance pourra être validée, parce qu'à ce moment-là, l'utilisateur aura juste à réaliser un hash de concaténation. Donc il va faire un hash de ça et ça pour obtenir ça. Il va faire un hash de ça et ça pour obtenir ça. Il va faire un hash de ça et ça pour obtenir la clé publique. Donc à partir de là, il pourra facilement retrouver la clé publique. Donc là, c'est possible comme ça de mettre un grand nombre de clés, mais ça sera toujours un nombre fini. Après, il y a un autre problème, c'est comment s'occuper de la traçabilité des clés utilisées. Donc, par exemple, si j'ai utilisé une fois S1 et que je l'oublie, mon PC est mort, a un problème, je récupère un backup, je risque de réutiliser S1. Donc à partir de ce moment-là, le système est mort. Tout le système, justement, se base sur ne jamais réutiliser la même clé. Donc il faut garder un système de traçabilité fort, voire éventuellement de certificat. Ensuite, c'est coûteux en espace. Vous doutez bien que si ça, déjà, ça fait un... à partir du moment où on a un gros nombre de clés, de toute façon, ça va être coûteux en espace. C'est coûteux aussi en espace dans le message, dans la signature, mais ça va faire un énorme volume à terme, donc très très coûteux. Alors, du coup, il existe d'autres solutions, que je vais évoquer brièvement, comme je vous avais dit. Eliminate the State de Goldreich, de 1987. Alors là, vous pouvez littéralement trouver sur le site de crypto, c'est cr.yp.to. Vous pourrez trouver l'algorithme avec un énorme Eliminate the State avec le logo anarchiste dessus. C'est l'humour de cryptologue. Globalement, du coup, Eliminate the State se base sur l'utilisation d'une chaîne de certificats pour signer de manière aléatoire, avec un élément de la chaîne de certificats, le contenu. Une amélioration existe de l'algorithme de Goldreich, c'est l'algorithme Sphinx. Donc Sphinx qui est non explicité ici parce que je vous invite à regarder la documentation. Il y a 3 ou 4 papiers qui sont sortis récemment, c'est un algorithme qui est très très récent. Alors, matrice de parité avec McElias.
McElias, du coup, s'est dit la résolution de matrice de parité pour la transmission d'informations non erronées, et si on l'utilisait tout d'un coup comme une solution pour chiffrer. Donc il a créé un système de cryptographie à clé publique-privée avec des matrices de parité. L'amélioration de Niederreiter en 1986 l'a rendu utilisable sur ordinateur et rentable. Encore, là on peut avoir d'autres exemples avec le multivariate quadratique, les QDMDC et les systèmes isogéniques, qui sont tous trois résistants aux théories quantiques, mais qui ne sont pas forcément résistants à toutes les attaques. Alors pour approfondir, je vous invite à aller voir PCQ Crypto et PCQ Europe. Donc PCQ Europe, c'est un... PQC Europe, c'est un... Oui, PQC Europe, du coup, c'est un projet... Il y a un C qui s'est incrusté là, je suis désolé. PQC Europe, du coup, c'est un projet européen pour le développement d'algorithmes post-quantiques. Et PQ Crypto, c'est le gros projet, le plus gros conglomérat de cryptologues travaillant sur la question.